Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Excellent, le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio, comme tous les dimanches à 19h. Ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, il a consacré sa carrière à défendre l'industrie française et à promouvoir l'entrepreneuriat local. Arnaud Montebourg aime se lancer au cœur de l'action à travers ses divers engagements d'entrepreneurs, notamment sans oublier le Made in France, évidemment. Et votre tout nouveau podcast, Arnaud Montebourg, Les Vrais Souverains, dont le 8e épisode est sorti cette semaine. C'est un voyage dans les coulisses de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat, à la rencontre des véritables artisans de l'excellence française. Bienvenue sur Sud Radio, Arnaud Montebourg. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Certains écrivains se font les gardiens de la mémoire, les porteurs de récits qui transcendent le temps. Marek Alter a connu les tourments de l'Holocauste dès son plus jeune âge et témoigne avec une poignante sincérité des horreurs du passé, mais aussi de la lumière, de l'amour qui persiste, même dans les moments les plus sombres. Et c'est ce que vous faites avec votre tout dernier roman, Marek Alter, Dans tes yeux, un amour dans le ghetto, qui est sorti chez XO Éditions, un plongeon au cœur de cette dualité entre l'amour et le mal absolu, qui nous raconte tout de même l'âme humaine. Bienvenue Marek Alter. Merci. Et puis vous qui écoutez Sud Radio, c'est excellent, bienvenue chez vous. Alors Arnaud Montebourg, je viens de le dire, le 8e épisode de votre nouveau podcast Les Vrais Souverains est paru cette semaine et vous nous emmenez alors là à la découverte de l'usine de l'artisan litier André Renaud. C'est à Saint-Gildas-des-Bois dans la Loire et c'est un fleuron de l'excellence à la française. C'est ça que vous avez envie de nous raconter, ces détails, ces précisions, ce travail de la main, etc. qui est comme très propre à la France aussi. Il y a des savoir-faire, des expériences, des succès qui n'ont pas la parole, qui ne sont pas connus et qui travaillent en silence et qui construisent la solidité, la robustesse de notre économie. Et vous avez des familles entières passionnées qui, alors là, ils fabriquent des matelas made in France et avec grand succès parce qu'il est leader. Vous savez qu'on vend encore 60% des matelas qui occupent 320 000 heures de notre vie sont fabriqués en France. Donc c'est intéressant de savoir comment, pourquoi, et surtout André Renaud a imaginé dans les années 60 tout ce qui a fait l'innovation sur le matelas, la fermeté, ces matelas formiers qui prennent votre forme. Et donc vous avez des gens qui sont des technologues, des artisans de la main, du cerveau, parce que quand on travaille avec la main, on travaille avec la tête, forcément. Et des gens d'une grande passion qui la partagent. Et donc j'ai décidé, alors c'est le 8e épisode, parce qu'on est allé voir des tas de gens très différents, qui se sont lancés parfois dans des conditions périlleuses. Là, c'est une usine très installée, qui fait une dizaine d'hectares, avec plusieurs centaines de personnes qui y travaillent. Et qui fait 50 000 matelas haut de gamme, voilà, à la demande tous les ans. Quoi. C'est considérable. Mais vous avez aussi des expériences, par exemple, j'ai donné la parole à Adrien Jaminet, qui a décidé de reconstituer la trompette française. Oui. Avant-guerre, dans les années du siècle précédent, il y avait une trompette française qui avait une sonorité extraordinaire. Et ce jeune trompettiste, parce que c'est un trompettiste de Brétigny-sur-Orge, qui a fait le conservatoire local, un jour a rencontré la mémoire de la trompette française, un vieux musicien de 92 ans, qui était à l'Opéra de Paris, qu'il a croisé par hasard, et qui lui a parlé de cette trompette. Et il a trouvé un vestige, il a réussi à la reconstituer. Et quand il a joué avec sa trompette, ce monsieur a dit « J'ai retrouvé la sonorité ». Et c'est comme ça qu'Adrien Jaminet fabrique la trompette à Brétigny-sur-Orge. Maintenant, il a un atelier qui fonctionne bien. Et surtout, il a fait la trompette d'Amine Malouf. Oui, bien sûr. Donc, Ibrahim. Et voilà. Pardon. C'est pas grave. Excusez-moi. Ça se ressemble. C'est des choses qui arrivent. Je l'ai reçu il y a pas longtemps d'ailleurs. Surtout à c'est mon âge. L'enthousiasme. Et donc, si vous voulez, tous ceux qui fabriquent, travaillent, réinventent, pour moi, ils reconstruisent la France par le bas. Ce sont des vrais souverains. C'est-à-dire pas ceux de parole, pas ceux de papier, mais ceux
qui tous les jours dans leur vie ont réinventé un petit morceau de France. Et alors justement, vous nous baladez dans cette excellence française qui fait notre différence. Alors il y a évidemment un petit tour par notamment la Compagnie des Amandes aussi, que vous présidez. Alors pour en information quand même pour les auditeurs, la France consomme 42 000 tonnes d'amandes chaque année, lorsqu'elle en produit à peine 1000. Donc réinvestir dans l'amande made in France pour vous, avec des variétés locales, des circuits courts aussi, c'est important aussi pour recommencer toujours dans cette idée de valoriser notre patrimoine et c'est votre leitmotiv aussi de remettre au goût du jour en fait cette possibilité française. Écoutez, en 1948, il y avait 12 000 hectares d'amandiers en Provence. Les Grangels ont eu raison de ça, et puis après, l'économie a préféré la vigne, même pas l'olivier, et donc les amandiers ont disparu. Pendant ce temps-là, les Américains, en Californie, ont créé et planté dans un désert, la Californie intérieure, 545 000 hectares d'amandiers qui tient 80% de la consommation mondiale. Énorme. Ils l'ont fait, c'est comme s'il y avait un verger entre Perpignan et Dijon ininterrompu. Et ils tiennent les prix, ils ont fait de la monoculture industrielle en tuant les sols. Et il n'y a plus d'eau en Californie, à tel point que le gouverneur de Californie a dit, maintenant, entre nos villes, que Los Angeles, San Francisco, et les grands vergers de la Californie intérieure, il va falloir choisir, il n'y a plus d'eau, donc maintenant c'est les villes. Donc ils arrachent. Donc quand je suis allé en Californie, c'était avec le président de la République de l'époque, dont j'étais le ministre, j'avais entendu ça, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on n'a pas d'amandiers en France? Donc quand j'ai arrêté la politique, j'ai planté des amandiers. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Grande originalité de Monsieur Montebourg, quand même. Mais non, mais on a planté des amandiers. J'adore. D'abord, l'amandier, c'est un arbre de la Méditerranée, de la Judée, de l'Iran, de la Corse, de la Provence, de la Sicile, des Baléares. Et c'est un arbre que moi j'apprécie évidemment parce qu'il a une symbolique très puissante. Mais surtout, c'est aujourd'hui une croissance de la consommation extraordinaire. Pas que dans la pâtisserie, maintenant il n'y a plus dans les stations de métro. Parce que c'est bon pour la santé aussi, puisqu'aujourd'hui la santé, voilà, exactement. Oméga 3, donc snacking sain, comme on dit, c'est on mange les graines. On mange des graines, madame. On aime bien manger des graines, Alors il y a aussi des histoires incroyables, comme celle des syndicalistes de General Electric à Belfort qui sont devenus entrepreneurs en lançant des activités dans les soins médicaux et de réadaptation. Par exemple, cette transformation-là, qu'est-ce qui vous a plus marqué? Pourquoi vous avez eu envie de la raconter? D'abord, c'est les victimes du rachat d'Alstom par General Electric contre lequel je me suis battu, ou j'ai été battu à l'arbitrage. Bon, donc je suis retourné à Belfort après pour panser les plaies et puis pour essayer de limiter les dégâts. D'ailleurs, j'avais obtenu dans une négociation à l'arraché avec General Electric et son patron que s'il ne créait pas les emplois qu'il avait promis, puisqu'il raconte toujours des tas d'histoires, quand il rachète, ne vous inquiétez pas, on va faire ci, on va faire ça, blablabla. Mais j'ai dit, moi je vais faire mieux que du blablabla, on va signer un accord. Si vous créez pas les emplois, vous paierez une amende de 50 000 € par emploi non créé. Il en a créé 0. Donc il a été obligé de payer 50 millions au territoire de Belfort en réparation. Donc c'est les 50 millions de ma clause. Et c'est grâce à ces 50 millions que ces syndicalistes ont monté un début de start-up. Et alors pourquoi dans le SMR? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que à l'époque, Belfort fabriquait les turbines à la sortie des centrales nucléaires, les fameuses turbines Arabelle que les Américains nous ont volées, nous ont prises. Volées. On s'est laissé faire, on s'est laissé violer, peut-être, voilà. Carrément. Ok, d'accord. Et donc, oui, mais c'est ça. Vous savez, la servitude volontaire dans le discours d'Étienne Laboissy, c'est ça. C'est une question d'habitude. On est habitué à être des serfs, voilà. Eh bien, on a pris l'habitude que les Américains ne nous veulent aucun mal, et en vérité, ils nous en font énormément. Alors que ce sont ils nous veulent pas du bien non plus, c'est ça que vous dites, quoi. C'est même pas un sujet affectif. C'est un sujet j'allais dire de guerre économique. Donc si on est naïf, tant pis pour nous. Et en vérité, à Belfort, ils ont décidé de remonter l'industrie nucléaire. Donc ils ont une extraordinaire start-up qui est en train de révolutionner les économies, la capture de l'énergie produite par les centrales nucléaires à la sortie des réacteurs. Et je peux vous dire que cette entreprise connaîtra le grand succès. Donc quand on veut, on peut quand même en France, quoi. C'est aussi ça que vous dites. Non, mais la France, c'est un pays génial. On est des génies. On n'est pas capable. Non, mais il nous manque le patriotisme. On est des Gaulois, quoi, c'est ça? Non, on est des génies créatifs.
D'ailleurs, vous regardez toutes les créations mondiales depuis l'histoire, la première révolution industrielle. Il y en a une majorité qui est française, ouais. De l'ascenseur en passant par la machine à vapeur, mais on a tout inventé. Le cinéma. On a, en fait, transformé le reste du monde. Mais comme on n'est pas assez unis, on n'est pas assez unis. On n'est pas capable de se préserver, de garder nos découvertes, nos créations. On est très bon dans la création, très mauvais dans le développement. Et donc aujourd'hui, on est un pays en décrochage. C'est ça la réalité. Et donc quand on parle de ces usines dans les cantons comme André Renault à Saint-Gildas-des-Bois, en Loire-Atlantique, eh bien, je dis, pour réindustrialiser, retrouver le niveau du PIB industriel, même de l'Espagne. Là, je vous donne les chiffres. L'Allemagne est à 23, l'Italie à 19, nous on est à 10. Et l'Espagne à 15. Remonter seulement à 15, il faut créer 1000 usines, donc une par canton. C'est 1 million d'emplois, 350 000 directs, le reste indirect. Il faut 22 000 hectares et il faut 300 milliards sur 10 ans. Ben bien sûr. La preuve, on les a. On a les entrepreneurs, on a les idées. Il y a 22 000 PME dans notre pays. Tous les chefs d'entreprise ont des projets de développement. Ils veulent monter une nouvelle ligne dans leur usine, donc une usine dans l'usine. Mais ils se disent, les banques me suivront pas, je vais pas pouvoir embaucher, j'y arriverai pas. Et donc, c'est un projet de mobilisation nationale où il faut se dire, bon, maintenant, tout le monde s'y met. Et on va remonter notre niveau de richesse. Je rappelle que nous sommes en décrochage très lourd, puisque toutes les régions de France, sauf l'Île-de-France, sont passées en dessous de la moyenne de la richesse de pays par habitant de l'Union européenne. Ouais. Bon, c'est pour finir sur une note un peu plus positive, on va vous faire réagir quand même, Marek Alter, à ce que dit Arnaud Montebourg, notamment sur le fait qu'il valoriser le savoir-faire, c'est le préserver. Vous êtes un écrivain, on le sait, engagé, un défenseur de la mémoire. La préservation de la culture, pour vous, quand on écoute Arnaud aussi, finalement c'est un moteur pour le progrès et la résilience aussi du pays en France. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très important. Ben oui, non, ce qu'il disait, mon ami, c'est juste. Et on a demandé un jour à Dostoïevski quelle était son idéologie, à quoi il s'accrochait. Il a dit à ma patrie, Rodina Maya, ma patrie. Et c'est vrai que nous, en France, on n'a pas ce sens patriotique. On se dit pas, sauf pour le football. Et encore, pas toujours. On voit des supporters d'autres pays crier plus fort que les nôtres. Puisque c'est comme ça qu'on montre l'intérêt pour le football. C'est lui qui crie le plus fort. Nous vivons un temps très particulier parce que nous n'avons pas de repères. On n'a plus de repères. J'ai fait un petit livre. On manque de pères aussi, en fait. Pardon? On manque de pères. C'est-à-dire le repère, on manque de l'image. Des repères, ça veut dire des exemplarités. Voilà, c'est ça. Avant, il y avait des rêves collectifs. Mon père est venu la première fois en France à 32 pour l'enterrement des Barbus. Il savait qu'il trouvera ici ses camarades. Il était socialiste. Il n'avait pas besoin de connaître les Français. Il avait des camarades. Aujourd'hui, il n'y a plus de camarades. D'ailleurs, le mot camarade n'existe plus. Quand on dit ami, on rigole. Donc, il y a... C'est quoi aujourd'hui les repères? Les repères, c'est le passé. Ma devise, c'est celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Enraciné, bien sûr. Plus l'arbre est fort. C'est comme ça. Bien sûr. Alors, il est arrivé, j'ai écrit pas mal de livres sur les femmes, parce que je crois que vous vous en occupez aussi. Les femmes, je pense qu'à la fin de ce siècle, le monde sera dirigé par les femmes. Et alors, le monde aura changé. Déjà en France, de plus grands syndicats sont dirigés par les femmes. Quand on pense que les pays qui a accueilli 1 million
1 million de réfugiés, c'est l'Allemagne, parce que c'était Angela Merkel, c'était une femme. Je vais vous relancer dans exactement 1 minute, on est obligé de se quitter, parce que sinon les auditeurs, ils vont plus pouvoir vous entendre après. D'accord, ma chère. Vous êtes bien sur Sud Radio, c'est excellent, on est avec Maréc Alter, que vous entendez, l'écrivain, et avec Arnaud Montebourg, que vous connaissez bien. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien ce soir pour vous, Arnaud Montebourg et son podcast Les Vrais Souverains, et l'écrivain Maréc Alter et son dernier roman, sorti chez XO Éditions, Dans tes yeux, un amour dans le ghetto. Alors je vous ai coupé, Maréc Alter, parce que vous parliez justement du rôle des femmes et de l'importance qu'elles ont dans la société. Alors vous, votre héroïne, hein, c'est Sulamite, c'est une femme, et alors vous le dites hein, dans ce livre, ce ne sont pas des hommes mais des jeunes filles qui nous ont laissé le témoignage de l'histoire, en tout cas de cette histoire sombre, notamment de l'Holocauste. Il y a eu Anne Frank, évidemment, il y a eu Rutger Lasquier, il y a eu Marie Berg. C'est elles qui nous ont laissé justement la précision de l'histoire. Si elles n'avaient pas été là, on en saurait moins, quoi. C'est vrai, parce que les hommes sont des témoins actifs. Ils donnent leur avis. L'homme donne un avis. Ouais. Il dit c'est pas bien, et il raconte. Et du coup, ces rajouts à l'histoire qu'il raconte amoindrissent l'histoire. Ça devient, on n'est pas obligé de lire des témoignages des hommes qui ont connu telle et telle époque. Une femme, c'est autre chose. Elle empathie. Elle empathie. Mon héroïne Sulamite, elle a 12 ans. J'ai pris Sulamite parce que dans les cantiques des cantiques de la Bible, c'est Sulamite. Alors j'avais une question là-dessus justement. De la Bible. Est-ce que c'est pas la reine de Saba, Sulamite? Parce que bon, moi je me suis souvent posé la question quand même. Parce que j'ai écrit pas mal de livres sur les femmes, les femmes qui ont dirigé le monde. À l'origine des grandes religions, c'est les femmes. Ah bon? Khadija, c'est Mahomet qui dit, sans Khadija, il n'y a pas d'islam. Sarah, la femme d'Abraham. Sans Sarah, Abraham savait pas écrire. Sarah, mésopotamienne, elle savait écrire parce que c'est dans les pays d'Our qu'on a inventé l'alphabet abstrait, les premiers alphabets abstraits. Donc, c'est les femmes. Marie, sans Marie, il n'y a pas de Jésus. Pas seulement qu'elle a donné la vie à Jésus. C'est la première mère juive. J'ai fait un livre sur Marie. Je trouve ça génial. On n'y pense pas comme ça. Ouais. On a oublié que Jésus parlait l'hébreu. Oui, on a oublié un petit peu. Le christianisme vient plus tard avec Saint Paul. Donc, c'est quoi une mère juive? C'est une mère qui exagère. Elle dit, mon fils, tu seras avocat, mon fils. Tu seras un médecin, mon fils. Et Marie, qu'est-ce qu'elle dit à Jésus? Tu seras le libérateur, mon fils. Tu seras l'élu. Le monde souffre. Tu seras le libérateur. Et lui, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il dit, maman, mon temps n'est pas encore venu. Et elle dit, si, c'est moi qui t'ai dit. Et pendant cette noce de Cana, elle l'oblige à se révéler. Donc, dans les ghettos de Varsovie, moi, je suis né dans les ghettos de Varsovie. Oui. Ou presque, j'avais 4 ans. Et il y a un monde que je voulais partager, l'idée de ce monde partagé avec mes lecteurs. Un monde, Platon aurait dit, une Atlantide qui a disparu. Alors, je vous coupe justement parce que c'est un monde extrêmement cruel, le ghetto de Varsovie. Il n'y a pas plus cruel. C'est la faim, c'est la pauvreté, c'est le froid, c'est l'horreur, c'est la déportation qui va arriver, c'est la révolte. C'est tout ce qu'on en sait. Et puis, au milieu de tout ça, vous nous plantez l'amour, vous. Ben oui, parce que dans les mondes cruels, comme vous dites, sont les ténèbres. Mais dans les ténèbres, il y a toujours une lueur. Quand une fille de 12 ans est amoureuse d'un garçon de 13 ans, ils se touchent pas. Lui, il est religieux, il la regarde même pas. Mais elle est enracinée dans le livre. C'est pas par hasard que les Allemands ont commencé par brûler les livres. C'est pour brûler les racines d'un peuple qu'ils allaient liquider.
elle lit la Bible, elle lit les cantiques des cantiques. Oh mon bien-aimé, viens entre mes cuisses, etc. C'est dans la Bible. Ouais. Hein, j'invente rien. Ouais, on peut les lire dans toutes les langues. C'est le plus beau texte, un des plus beaux textes du monde. Ouais. Donc, elle est dans sa bulle d'amour. Et du coup, elle peut regarder le monde extérieur cruel avec une certaine empathie. Elle regarde. Varsovie, c'est 1 million d'habitants, 400 000 juifs. C'est un monde. Pendant les Allemands, on a enfermé encore 100 000, on était 500 000 enfermés derrière les murs. 500 000, c'est une ville comme Marseille. Les gens reconstituent la vie. Il y a des riches, il y a les pauvres, il y a des gosses qui meurent dans la rue, il y a des pompes funèbres qui arrivent avec les petits charrettes à bras. Ils prennent les cadavres, ils les mettent dans les chariots, ils les déposent dans une fosse commune. Et puis, il y a cette jeune fille qui pense, elle voit, elle raconte. C'est pas moi qui raconte, c'est elle qui raconte. Oui. Ouais. Et en même temps, elle aime. Elle aime. En fait, ce livre, elle veut être aimée par un garçon qui habite au 3e étage. Et elle habite au 1er, au sous-bassement. Alors, finalement, vous explorez quand même la capacité, donc, ce que vous disiez, la lueur, hein, la capacité de l'amour à persister même dans les périodes les plus sombres de l'histoire. Ce que vous nous racontez, c'est la résilience aussi. C'est-à-dire la capacité de l'être humain à s'adapter, finalement, à toute situation, même la plus catastrophique. Par le rêve, j'aime pas tellement le mot résilience inventé par mon ami Cyrulnik. Qui a bien marché, il a inventé un mot. On l'aime bien ce mot, nous, ici. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais bon. C'est joli, c'est joli. Voilà, bon. Mais tout le monde en parle. En fait, la résilience dans le sens, c'est-à-dire la capacité d'adaptation. C'est-à-dire, même dans les périodes dans les moments les plus difficiles. L'humain s'en sort grâce à son esprit, à sa capacité d'évasion, de rêve. J'appellerais ça l'espoir. D'accord, ok. Un individu, une femme, un homme ne peuvent pas vivre sans espoir. Alors, il y a des espoirs collectifs. On va changer le monde. On change l'international, etc. Bon, il y a même les frères musulmans qui veulent islamiser le monde, ils ont un rêve collectif. Donc, il y a des rêves collectifs qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. Il y a des rêves collectifs. Et puis, il y a des rêves individuels. Hein? Donc, je veux que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vivent mieux. Comment? Dans quel monde? On s'imagine. Et là, dès qu'on a un rêve, on met en route l'imagination. C'est important, l'imagination. Mon ami Montebourg, il sait ce que c'est, puisque sans imagination, il n'y a pas de création. Hein? L'imagination. Si on n'a pas de rêves, l'imagination est enveilleuse. On n'imagine rien. Hein? On accepte ce qui vous arrive. Bon. Et les ghettos de Varsovie, c'était cela. Et je me souviens, j'ai rencontré Hannah Arendt à Jérusalem pendant le procès à Eichmann. Ouais, vous le racontez. Elle détestait ces juifs religieux qui vivaient dans l'espoir messianique. Le monde va changer, Dieu va intervenir. Parce qu'elle disait, avec raison, 6 millions de juifs tués. Si chacun avait pris un couteau, 6 millions de nazis morts, il n'y a plus d'Hitler, il n'y a plus rien. Bon. Et c'est la religion, c'est ça, ce qu'elle disait, c'est la religion qui a fait qu'ils se sont laissés faire. C'est aussi l'espoir collectif, une religion. Ouais. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y avait une révolte dans les ghettos de Varsovie, et j'en parle. D'ailleurs, on a commémoré 81e anniversaire de la révolte. Et il y a une photo, je vous recommande à ceux qui nous écoutent, on peut le trouver sur les Google. Hein. Les derniers survivants de la révolte sont des jeunes gens, et ils sortent des souterrains, hein, les mains en l'air, et ils rigolent. Et ils savent que les Allemands vont les fusiller. Ils rigolent. Pourquoi rigolent-ils? Parce qu'ils ont montré... Parce que c'est la joie, la meilleure réponse. Qui n'avait pas peur du mal. Finalement, quand on écoute Marek Alter, Arnaud Montebourg, et c'est les histoires qu'il nous raconte, c'est quelque chose, c'est au même sens que la préservation de notre héritage collectif, ça renforce cette volonté d'engagement quand on l'écoute, et c'est un peu le rôle de la culture aussi en général.
c'est aussi important finalement. C'est le lien invisible entre les hommes qui fait que cette relation de vivre avec les autres, l'altérité, autrui, c'est le sens qu'on peut donner à sa propre vie. Vivre pour soi-même n'a aucun sens. En revanche, vivre ensemble avec un objectif commun commence par cette relation dans les yeux de l'autre, dont parle si bien avec, et je suis toujours ému en écoutant Marek, parce que il en parle si bien. il est notre porte-parole de cette relation que nous sommes capables d'échanger. L'altérité, c'est le goût d'autrui. Donc, comme il dit, même à Auschwitz, il y avait des histoires d'amour qui n'étaient pas charnelles, elles étaient dans les yeux des gens qui se croisaient, se voyaient. Dans tes yeux, ça s'appelle comme ça, mon petit. Dans tes yeux, un amour dans le ghetto, hein, c'est chez XO Édition, chers auditeurs. Justement, sur l'universalité aussi, assez rapidement, Marek, parce qu'après on va avoir la coupure. Ce qui est intéressant quand vous nous racontez, par exemple, le fait que vous ayez intégré le Cantique des Cantiques, alors moi j'ai toujours cru que c'était la Reine de Saba. C'est quand même une histoire d'amour entre deux personnes qui ne sont pas du même monde et qui se retrouvent à travers ce sentiment amoureux et cette ode à la poésie. Hein, ce texte est sublime. Ouais. Donc le fait de l'intégrer, c'est aussi une ode à l'universalisme pour vous. C'est important. C'est une à la paix dans entre les les Cantiques peuples. des Cantiques, c'est une bergère et lui c'est un roi. Ouais. Et elle est noirotte en plus. Mais c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est une leçon d'antiracisme extraordinaire. Et elle s'adresse aux femmes de Jérusalem. Il dit: ô femmes de Jérusalem, je suis noire mais belle. Et comment Saint Jérôme traduit en Vulgate, première Vulgate, je suis noire mais belle. Hein? Lui, il introduit le racisme. C'est extraordinaire. Alors qu'elle, c'était le lien. On commence par, justement, cette solidarité, amour de l'autre, et comment on revient vers l'amour de soi. C'est excellent ce soir, comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. On va vous revenir tout de suite avec l'ancien ministre devenu entrepreneur Arnaud Montebourg et son podcast Les Vrais Souverains, puis l'écrivain Marek Alter et son tout dernier roman Dans tes yeux, Un amour dans le ghetto, c'est chez XO Édition. Surtout, vous restez là. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, vous êtes au bon endroit. Vous êtes en compagnie de Arnaud Montebourg qui nous vient avec son podcast Les Vrais Souverains et Marek Alter et son tout dernier roman Dans tes yeux, Un amour dans le ghetto, c'est sorti chez XO Édition. Alors Arnaud Montebourg, on le sait, hein, vous êtes un défenseur de l'innovation, de l'entrepreneuriat local, etc. Qu'est-ce qui manque finalement comme mesure concrète aujourd'hui pour que les petites et les moyennes entreprises en France soient mieux soutenues, selon vous? Il manque des banques. Oui, qui soutiennent. Oui, on manque pas de soutien public. Il faut rendre hommage au gouvernement. C'est vrai. Quand il fait bien, il faut dire que c'est bien. Ça vous arrive de dire ça? Quand il fait mal, on dit que c'est mal, mais là c'est bien. C'est bien. Vous êtes bon joueur, quoi. Non, c'est pas beau joueur, c'est servir l'intérêt de tous et du pays et de l'économie. Donc moi je trouve que le plan France 2030 avec 54 milliards, c'est un bon début. Mais vous interrogez ceux qui, près du Premier ministre, soutiennent les entreprises innovantes, ils disent il n'y a pas d'argent privé qui s'investit en contrepartie de l'argent public. Alors nous avons 2500 milliards de matelas d'épargne, c'est l'assurance vie en France, c'est nos fonds de pension 2500 à nous. milliards. Oui, nous avons un des taux d'épargne les plus élevés au monde, je crois derrière les Japonais. Cet argent n'est pas utilisé pour aller dans les petites et moyennes entreprises. Il est utilisé pour financer le déficit public, pour s'investir dans les obligations à Singapour, en Allemagne, le reste du monde, mais il n'est pas fléché, utilisé. Donc, première mesure, toute simple, 5% des encours de l'assurance vie, qui, je le rappelle, est une épargne défiscalisée, donc avec le soutien de l'État, doit aller financer les PME. Et avec ça, on va réindustrialiser. Il n'y a pas besoin de plus. D'accord. Voilà. Et pourquoi on ne le fait pas alors, si c'est si simple? Parce que le gouvernement ne veut pas imposer des contreparties aux compagnies d'assurance vie qui collectent. C'est une erreur. Ils ont donc décidé de faire un truc amical. Vous voyez, c'est vous qui allez vous forcer à... Mais en fait, c'est un entre-soi qui ne marche pas. C'est ce qu'on appelle les procédures Tibi, du nom de Monsieur Tibi, qui est
qui est un énarque, qui fait ça très mal d'ailleurs, parce que c'est pas leur métier, et surtout ils veulent pas le faire en fait. Donc comme ils veulent pas le faire, ils le font pas ou ils le font mal. Donc moi je dans un débat avec le ministre de l'Industrie, je lui dis maintenant ça suffit, il faut passer aux choses sérieuses, il nous faut 30 milliards par an. Sur 10 ans, ça fait 300 milliards, c'est tout à fait accessible, on a cet argent. Utilisons-le là où nous devons le mettre. 94% de notre épargne va dans l'immobilier. Ah, c'est pas possible. L'immobilier, c'est bien, mais enfin, les prix sont tellement hauts. Surtout qu'ils se portent pas très bien l'immobilier en ce moment. Les prix ont tellement été hauts que aujourd'hui, 40% du budget des ménages sert au logement, mais le reste, l'alimentation, les produits d'équipement, de consommation courante, tout ça on a abandonné parce qu'on finance pas. Donc, il faut mettre nos efforts d'épargnants dans l'industrie française. C'est un grand credo que je défends auprès des pouvoirs publics actuellement. Et aussi l'indépendance technologique et industrielle. Ça, c'est votre autre créneau très important, indiscutable aussi dorénavant, évidemment, on le sait. C'est quoi les secteurs prioritaires selon vous, Arnaud Montebourg ? Alors, c'est tout ce qui concerne les matériaux, puisque là, il y a une révolution des matériaux. Tout ce qui concerne les nouvelles techniques énergétiques, par exemple la géothermie, on a de la chaleur gratuite sous les pieds, on ne l'exploite pas. Il y a des entreprises comme Arverne qui a décidé qui est leader du forage, pour aller chercher les calories dans le sous-sol, nous sommes capables de remplacer les 11 millions de chaudières à fioul et à gaz dans ce pays par la géothermie. Donc faisons-le. Donc ça suppose d'investir. Quand on vous écoute parler, ça a l'air facile tout ça quand même. C'est assez facile. Vous savez pourquoi ? C'est parce que le public n'est pas aligné sur le privé. Le financier n'est pas aligné sur... Donc si le privé serait aligné sur le public, vous dites que... Ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit où on se met d'accord. Ouais. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a un système politique qui est sinistré. Puisqu'il n'y a pas de discussion sérieuse pour rassembler les points de vue. Il y a l'ancien patron d'Amundi, Yves Perrier, qui a fait un très bon livre sur le sujet. Vous devriez d'ailleurs l'interroger si ce n'est fait, qui est tout à fait passionnant. Il dit la force de l'Allemagne, la force de l'Italie, c'est que vous avez une alliance publique-privée, finance, économie réelle. Chez nous, c'est chacun dans son coin et on se tire des bourres. On se tire dans les pattes, bien sûr. Marie Caltar, vous avez quand même été témoin de l'importance de l'industrie, parce que vous avez vu la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. C'était votre époque de jeunesse. Quand vous constatez, vous voyez bien que cette désindustrialisation dont on parle là aujourd'hui, elle a posé des gros problèmes. Réindustrialiser, c'est un rôle prépondérant en fait aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça, vous ? Parce qu'on a commencé mal l'Europe. Il faut relire Victor Hugo. Victor Hugo rêvait de l'Europe. Et même Schuman m'a dit un jour, parce que vu mon âge, j'ai connu même Schuman, m'a dit qu'on a fait une faute, on aurait dû commencer par la culture. Qu'est-ce qui lie tous les pays de l'Europe ? C'est Goethe, c'est Tchaïkovski, c'est Beethoven, c'est Kafka, c'est ça qui nous lie. Bon. Après, alors j'ai envie de dire qu'il nous liait, parce que je suis pas sûr que les jeunes générations soient... les Américains l'ont compris. Pour vendre un objet, ils les mettent dans un film qui marche. Quand Humphrey Bogart prenait un camel pour allumer une cigarette, tout le monde fumait des camels. Dans Casablanca, même si c'est interdit d'en parler. On vendait des millions de paquets de camels. Nous, on les fait pas. Donc, c'est la culture. Le placement de produits, ça se fait quand même... le placement de produits, ce dont vous parlez, ça se fait de plus en plus aujourd'hui en France. Oui, maintenant, mais ça aurait dû être fait avant. Parce que l'Europe est construite, c'est construite sur l'acier, sur l'économie. C'est très drôle. C'est que c'est la droite qui a fait l'Europe en empruntant l'idéologie de gauche, marxiste. Tout est économie. Tout n'est pas économie. Parce que l'autre est l'autre. Mais moi, je suis moi. C'est pas la même chose. Mais Coluche disait chacun chez soi et bonjour chez vous. C'est ce qui se passe en France, malheureusement. Vous avez écrit quand même pas mal sur des figures historiques et bibliques qui ont façonné la culture de leur époque, dans leurs époques. Marie Caltar, les artistes, les écrivains, tous les acteurs de cette dite culture aujourd'hui, ils ont un rôle, un impact aussi sur nos dynamiques économiques. Est-ce que vous pensez qu'ils devraient plus s'engager, les artistes en général ?
pour faire bouger les choses d'un point de vue économique. Ils ont l'impression que ça ne rapporte rien à leur production culturelle, ou littéraire, ou artistique. Encore, les peintres sont beaucoup plus dépendants du capital, puisqu'ils ont besoin de collectionneurs pour pouvoir acheter de la toile et des couleurs. Les écrivains, à partir du moment où ils ont un Bic, je fais la publicité pour Bic. Ce soir, on est sur Kamel et Bic sur Sud Radio. Ça suffit. Ils peuvent, le reste, c'est l'imagination. Mais je continue à penser que les gens ont besoin de la littérature parce que ça les fait rêver. Ça les fait rêver. Donc le rêve, en fait, c'est ça. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le rêve est indispensable. Si on cesse de rêver, on n'est plus rien. On n'a ni passé ni l'avenir. Et alors, pour rêver, on a besoin de cette culture, Arnaud Montebourg, pour construire l'identité nationale aussi, en tout cas l'aimer, ce pays où on est, et notre patrimoine aussi, qui soit économique, social, etc. Ça passe par la préservation de cette culture et par la valorisation aussi, par la prise de parole de ces gens, de ces artistes. C'est tout à fait juste. D'ailleurs, aux confins ou à la rencontre de l'économie et de la culture, il y a eu des politiques culturelles extrêmement audacieuses qui ont été menées, bien sûr, par des générations politiques, pas que le gaullisme, même bien avant. Je rappelle quand même que c'est parce que nous avons instauré un protectionnisme pour protéger le cinéma français que nous avons conservé une industrie cinématographique florissante, créative, riche, et qui raconte ce qu'est la France encore aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens quand on a créé l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui était le dernier avatar de la mondialisation, qui allait être formidable et heureuse. Il y a tous les cinéastes, réalisateurs, acteurs autour de Toscan du Plantier en 1994 se sont réunis et ont dit « on veut l'exception culturelle ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le cinéma et la culture n'est pas un bien marchand qui doit être traité comme une marchandise. C'est beaucoup plus que ça. C'est exactement ce que dit Marek. Et ils ont gagné. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Parce que l'exception culturelle française... Les Américains demandaient le démantèlement du système de l'avance sur recette, qui est un système protectionniste. En gros, qu'est-ce que c'est? Pour que les Français qui nous écoutent se rendent compte, quand vous allez au cinéma, vous allez voir un film avec Tom Cruise, un blockbuster hollywoodien, vous payez une taxe pour financer le cinéma français. C'est comme si, à chaque fois que vous achetez des jouets chinois, il y avait une taxe pour financer l'industrie du jouet chinois. Moi, quand j'étais... Oui, française. Donc moi, quand j'étais jeune député... C'est une bonne idée d'ailleurs, ça. Oui, j'allais vous le dire. Quand j'étais jeune député, première campagne électorale en Saône-et-Loire, je me souviendrai toujours, à ma réunion publique de Saint-Usuge, il y avait 250 personnes. Les gars, j'aurais dit, écoutez, c'était cette époque de l'exception culturelle. Moi, je veux l'exception agricole, je veux l'exception industrielle, je veux pas que l'exception culturelle. Mais ils avaient ouvert la voie. Et donc, la culture, et aujourd'hui, regardez dans quel état est l'agriculture, regardez dans quel état est l'industrie, il va bien falloir qu'on soit un tout petit peu protectionniste, comme ont su l'être les artistes, les créateurs, et ont su l'imposer aux politiques. Et je dois vous dire que ce n'est pas une infamie, c'est juste d'être un tout petit peu inspiré par le bon sens et le raisonnable nécessaire. Car les Chinois et les Américains n'ont aucun scrupule. Ils sont protectionnistes, ils sont souverainistes, nationalistes et anti-libéraux. Ils sont libéraux pour nous, mais pas pour eux. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant de voir comment le monde est en train d'évoluer sur le plan économique. Et il y a des leçons qui ont été, et des combats qui ont été menés avec succès par le monde culturel dont nous devrions nous inspirer. Eh bien, chers auditeurs, vous écoutez, c'est excellent sur Sud Radio. On est avec Arnaud Montebourg et son podcast Les Vrais Souverains, et puis l'écrivain Marek Elter que vous connaissez. Son tout dernier roman, Dans tes yeux, Un amour dans le ghetto, c'est sorti chez XO Édition. Vous restez avec nous, on revient pour la fin de l'émission. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est sur Sud Radio, mais ça vous le savez, chers auditeurs, chères auditrices, je suis encore pour peu de temps avec l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg et son podcast Les Vrais Souverains, puis l'écrivain Marek Alter et son dernier roman, très joli petit roman sorti chez XO Éditions, Dans tes yeux, un amour dans le ghetto. Alors j'avais une question avant de continuer, d'ailleurs c'est une question pour vous deux, je vais vous la poser à vous Marek Alter d'abord. Quand on écoute parler Arnaud de cette idée qu'il faut être fier de notre pays, de cette fierté nationale, etc. C'est des mots, la souveraineté, qui sont souvent apparentés au nationalisme en fait et qui font peur parce que les gens se disent merde. Si je suis fier d'être, pardonnez-moi, parlons vrai sur Sud Radio, si je suis fier d'être français, je vais en fait être considéré comme un nationaliste. C'est-à-dire, être patriotique aujourd'hui, c'est considéré comme être extrême. Mais être fier de ce qu'on est, c'est pas un nationaliste. C'est ce que nous avons. On a mal interprété les mots internationaliste. Internationaliste, ça veut dire quoi? Ce n'est pas qu'on oublie ce qu'on est, qu'on oublie notre passé, qu'on devient comme l'autre. L'autre est l'autre. C'est ça la richesse. Ça qui est extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Il y a aujourd'hui, chez les Juifs, on fête le Pâques juif. Ça veut dire la sortie d'Égypte, la découverte de la liberté. La liberté. C'est extraordinaire. Ça commence par une question d'un enfant. Quelle est la différence entre cette soirée et les autres soirées? Et les vieux répondent, nous étions des esclaves en Égypte. C'est magnifique. Tous les ans, on se souvient qu'on était des esclaves en Égypte. C'est pas nous les Juifs, on était esclaves. On était tous des esclaves. Mais en même temps, on a évalué différemment. Alors, on met deux chaises vides pour celui qui n'est pas juif, qui frappe à la porte et qui puisse partager notre repas pascal. D'ailleurs, c'est la scène de Jésus, c'est le repas pascal. Donc, c'est là où on oublie. Être patriote, ce n'est pas oublier les autres. C'est de se placer au niveau des autres et on se serre la main. Mais on se serre pas la main en disparaissant. On serre la main de l'autre qui est un autre. Oui. Et c'est ça la richesse et c'est ça la beauté. On serre la main de l'autre qui est un autre. Qu'est-ce que... C'est joli, ça. Je vous vois penseur, d'ailleurs, pensif. Je repensais au très beau livre de Régis Debray qui s'appelle Civilisation, oui. Comment nous sommes devenus américains. C'est-à-dire comment peu à peu la culture américaine a envahi nos vies. Oui. C'est intéressant. Et comment, finalement, on n'a pas assez défendu notre histoire et notre géographie. Bon. Et alors, justement, pour répondre... parce que tous les pays européens n'ont pas eu cette tendance-là. Vous allez en Italie, c'est pas du tout ça. Hein. Ils sont restés très italiens. Ouais. Donc, il y a eu un excès là. Après, il y a eu moins d'échanges aussi de culturels, c'est-à-dire que nous, on a eu Joséphine Baker, on a eu Nina Simone qui est venue ici, on a eu plein de gens qui sont venus. Parce que l'Italie a envahi l'Amérique. Oui, ouais, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Il faut regarder les films Les Parents. Oui, c'est vrai. Avec Marlon Brando. Ouais. C'est vrai que c'était dans l'autre sens. En tout cas, on a connu, on a eu ça. Et il y a un petit reflux. On commence à en reprendre conscience. Et alors pourquoi est-ce que, justement, pour répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit je suis souverainiste ou je suis fier d'être patriote, d'être français, etc., pourquoi est-ce que tout de suite on vous dit en fait ça c'est des idées d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs? Écoutez, d'abord, qu'est-ce que la souveraineté? Oui. C'est l'article 1 de la Constitution. C'est le droit de décider par nous-mêmes. Ça a été âprement conquis sur la monarchie. Je rappelle, c'est l'œuvre de la Révolution française. Le droit de décider par nous-mêmes de ce que nous voulons faire et être. Donc ça, moi, je suis désolé. La souveraineté, c'est la base. C'est le droit de choisir. C'est pas un gros mot, quoi. C'est même un motif. C'est un motif d'organisation politique de notre société selon des principes démocratiques. Bon, donc pardon, je vois pas où est le gros mot. Je dirais même que c'est même un mot obligatoire. Après, on est souverainiste, pourquoi? Mais parce que nous avons consenti des délégations de souveraineté à l'Europe, à une institution qui, elle, n'est pas aussi on peut être souverainiste et européen?
On peut l'être, mais d'une façon, je veux dire, c'est la question. C'est un peu schizophrène, quoi. Du rééquilibrage. Ouais. Du rééquilibrage. C'est-à-dire dire, écoutez, on en a trop consenti. Voilà. L'intégration juridico-politique qu'organise l'Union européenne, elle crée l'uniformité. L'Union n'est pas, la construction européenne ne peut pas être l'uniformisation. C'est ce que disait Marek. Très important. Marek Alter disait ça à l'instant. Donc, les directives qui tombent à jet continu sur les peuples européens qui ont été négociées dans le trilogue des couloirs bruxellois, tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne marche pas, il n'y a pas d'adhésion. Donc, la défense de la souveraineté, c'est la reconquête dans une part raisonnable de la possibilité de choisir. Et moi, je suis, de ce point de vue-là, souverainiste. Je pense qu'il y a eu trop de délégations de souveraineté consenties et qu'on a besoin de reprendre un certain nombre de décisions qui nous appartiennent. Ne serait-ce que parce que le système politique aujourd'hui est très abîmé, parce qu'il se défausse. Il dit, c'est pas moi, c'est l'Europe. Alors si c'est l'Europe, et l'Europe, c'est quoi? Je sais pas. Oui, parce qu'on entend beaucoup que c'est eux qui décident. Ouais, oui, quel numéro de téléphone disait Kissinger? Mais surtout, on vote pour qui, quoi, comment, ça change quoi les élections? Pas grand-chose, vous voyez. Ouais. Donc ça, c'est un sujet très important. Donc non, il n'y a pas de gros mots. Il y a, je crois, un rééquilibrage qui va s'imposer par rapport à une autre vision renouvelée de la construction européenne qui doit, elle aussi, s'imposer. C'est le retour, d'ailleurs, du non victorieux au référendum sur le traité constitutionnel européen. J'avais voté non. J'avais voté oui à Maastricht et j'ai voté non au traité constitutionnel européen. Et je vais vous dire, je n'ai pas de raison tout à fait raisonnable et sensible d'avoir changé d'avis. Oui, c'est ça. Si c'est aujourd'hui, ça serait pareil. On arrive à la dernière question de cette émission. Messieurs, il va falloir être un peu succinct parce qu'on a exactement 3 minutes 2 devant nous. Marek Alter, je commence par vous. Que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez? Quel est votre message, vous, adulte? Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? C'est une question piège. Ouais. Parce que Confirme. Je n'ai pas d'enfant. Si j'avais un enfant, je lui dirais pas quoi faire. Non, mais à vous-même. C'est pas à votre enfant, à vous, enfant. À vous, moi-même. Ouais. Je pensais qu'est-ce que je dirais à la génération suivante. Non, à vous quand vous étiez enfant. Si vous aviez un message à vous passer. Un message, tout a été dit. Quand Jésus il dit « aimez-vous les uns les autres », c'est déjà pas mal. Ouais. Et quand les Juifs disent « tuer un individu, c'est comme si on tuait toute l'humanité », c'est dans les Talmuds, c'est pas mal déjà. Le problème, c'est que nous arrivons des millénaires après les autres. Et les autres ont parlé. Ils n'étaient pas idiots. Ils ont dit des choses. Aujourd'hui, on peut seulement ajouter quelque chose. Hein? Donc, j'ai ajouté 120 pages. Non, mais vous, à vous-même, Marek. À moi-même. On parlait un petit peu perso, là. On est un peu sur l'intime, quand même. Bon. Ce que j'aimerais, c'est... Je ne sais pas si je suis exemplaire. J'aimerais seulement, quand je mourrai, qu'on me regrette. Oh, c'est joli. Bon, c'est ça que vous avez envie de dire à vous, à 5 ans. Arnaud Montebourg, qu'est-ce que vous diriez, vous, l'adulte, à ce petit garçon que vous étiez? Je lui dirais, fais gaffe, ça va chauffer. Ça, c'est clair. Voilà, tout est dit. Merci à tous les deux, Arnaud Montebourg, Marek Alter, d'être venus par ici. Merci à tous d'être au rendez-vous tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Alors, le tout nouveau podcast d'Arnaud Montebourg, pour ceux qui s'intéressent à la France, la vraie, c'est les vrais souverains. C'est le 8e épisode qui est sorti cette semaine et il est disponible sur toutes les plateformes, évidemment. Et puis, le tout dernier roman de Marek Alter, je vous le conseille fortement, c'est très agréable à lire, c'est très joli, très poétique. Dans tes yeux, un amour dans le ghetto, c'est sorti chez XO Éditions. Évidemment, c'est chez tous les bons libraires. Merci à Thomas qui réalise et puis à Sud Radio, ses équipes. C'est excellent en intégral à réécouter sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, etc. À dimanche, je vous embrasse tous. C'était excellent. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.